Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un matin d'été, Angela Moore, 42 ans, terminait ses courses dans un supermarché de Birmingham, Alabama. Le soleil était déjà haut dans le ciel, écrasant les trottoirs de sa lumière blanche. L'air vibrait de chaleur, et les battements lents du ventilateur au-dessus des caisses semblaient impuissants à contrer la moiteur ambiante. Angela, pourtant, avançait avec calme, poussant un caddie rempli de produits soigneusement sélectionnés. Du lait, du pain complet, des céréales bio pour son fils, un bouquet de tournesol en promotion, un petit plaisir qu'elle aimait s'offrir. Mère d'un adolescent de 15 ans, épouse aimée depuis 20 ans, professeure de littérature dans une école publique locale, Angela incarnait la force tranquille. Sa silhouette droite, son port de tête digne, et sa voix douce mais assurée avaient forgé sa réputation dans le quartier. Nombreux étaient les élèves à l'appeler Miss Moore même après avoir quitté l'école, comme un hommage à l'impact silencieux qu'elle avait eu sur leur vie. Ce jour-là, elle portait un simple jean, un t-shirt beige légèrement froissé et une paire de sandales en cuir. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas. Aucune trace de maquillage, juste cette beauté sobre et confiante qui rendait sa présence apaisante. Elle traversa le parking en silence, profitant d'un bref souffle de vent. Elle pensa à ce qu'elle allait cuisiner le soir, souriant en imaginant son fils râler devant les légumes. Elle atteignit sa voiture, une vieille Honda Civic grise, bien entretenue mais modeste. Elle posa les sacs dans le coffre, se pencha pour replacer un melon qui roulait, puis s'essuya le front avec l'avant-bras. Juste au moment où elle allait ouvrir la portière du conducteur, une voix tranchante et sèche claqua dans l'air brûlant. « Et, vous! Arrêtez-vous là !» Elle se redressa lentement, un froncement à peine visible entre ses sourcils. Son corps se raidit, non pas par peur, mais par instinct. Elle avait entendu ce ton avant, dans d'autres circonstances, d'autres lieux. Un ton de commandement vide d'écoute. Lorsqu'elle se retourna, elle vit un policier blanc, grand, les lunettes de soleil baissées sur le nez, s'avançant vers elle d'un pas nerveux. La main sur son étui à pistolet. Il s'appelait Kyler Thompson, 33 ans. Ce nom, elle ne le connaissait pas. Mais elle connaissait son genre. Ce regard froid. Cette posture militaire empruntée à une autorité mal comprise. Ce besoin de contrôle, de domination, masqué sous le vernis de la loi. Il n'avait pas besoin de raison. Elle suffisait à incarner le soupçon. Vous correspondez à la description d'une suspecte. Sortez immédiatement vos mains de vos poches et éloignez-vous du véhicule. Angela ne répondit pas tout de suite. Elle l'observa quelques secondes, cherchant dans ses gestes un indice de ce qu'il voulait vraiment. Il était nerveux, tendu. Son pouce tapotait son étui, et ses narines frémissaient légèrement. Son autorité n'était pas née du respect, mais d'une forme d'insécurité déguisée. Elle parla enfin, posément. « Je crois que vous faites erreur, monsieur l'agent. Je viens de régler mes achats. Vous pouvez vérifier les caméras de surveillance ou mon reçu. Il est là, dans mon sac. » Thompson s'arrêta à 1 mètre d'elle. Il jeta un regard au caddie, puis à la voiture, puis à elle. Ses yeux balayaient la scène comme s'il cherchait quelque chose pour justifier ce qu'il avait déjà décidé. Il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait une excuse pour asseoir son pouvoir. « Je ne discute pas, madame. Mettez-vous à genoux, main derrière la tête. » Angela le fixa, interloqué. Son cœur accéléra légèrement, mais elle garda la tête haute. « Je ne vais pas me mettre à genoux au milieu d'un parking pour avoir acheté du lait et des céréales. C'est ridicule, et vous le savez. » Les mots sortirent sans colère. Juste une vérité calme, nue, posée là comme un miroir tendu. Et ce miroir, Thompson ne pouvait pas le supporter. Le regard d'Angela l'humiliait. Elle ne criait pas. Elle ne le provoquait pas. Mais elle n'avait pas peur. Et c'est précisément cette absence de peur qui déclencha sa fureur. Dans un mouvement brutal, il leva la main et la frappa avec une violence sèche et soudaine, comme pour effacer d'un geste cette femme noire qui osait lui répondre sans trembler. Le bruit de la gifle claqua comme un coup de feu dans l'air brûlant. Angela tomba lourdement au sol. Son sac à main s'écrasa sur le béton, s'ouvrant sur ses affaires éparpillées. Les sacs de course se renversèrent, une bouteille de jus d'orange se brisa, les pommes roulèrent entre les voitures. Un filet de sang coula de sa lèvre. Elle ne cria pas. Elle ne bougea pas tout de suite.
Autour, des témoins figés observaient, choqués, incapables de réagir. Une femme tira son téléphone pour filmer. Un jeune homme s'avança, puis recula, effrayé. Angela, encore au sol, releva légèrement la tête. Elle essuya le sang d'un revers de manche, puis planta ses yeux dans ceux de l'agent. Sa voix, rauque, basse, mais nette, s'éleva comme un serment. « Vous venez de frapper la mauvaise femme. » Et à cet instant, quelque chose changea. Dans le regard du policier. Dans celui des témoins. Dans l'air même du parking. Comme un fil qui vient d'être tiré, un mécanisme enclenché. Car Angela Moore n'était pas seule, et bientôt, le monde entier allait le savoir. À quelques kilomètres seulement du supermarché, dans un imposant bâtiment sécurisé du gouvernement fédéral, Malik Moore venait tout juste de terminer une réunion confidentielle avec ses collègues du FBI. Grand, élancé, le regard pénétrant derrière des lunettes discrètes, Malik portait l'élégance naturelle de ceux qui savent allier rigueur et humanité. Il avait 45 ans, et depuis 17 ans, il servait son pays en tant qu'agent spécial, spécialisé dans les enquêtes sur les crimes de haine, la corruption policière et les abus de pouvoir. Malik était un homme de principe. Une force tranquille. Il s'était forgé une réputation d'inflexible défenseur de la justice, déterminé à faire tomber les intouchables au sein des institutions. Sa carrière avait été marquée par des dossiers sensibles, souvent douloureux, qui avaient coûté cher à certains policiers véreux. Mais il n'avait jamais fléchi. Il savait que chaque victoire contre l'injustice représentait un pas de plus vers un monde meilleur, pour lui, pour sa famille, pour sa communauté. Alors qu'il s'apprêtait à sortir du bâtiment, son téléphone vibra dans sa poche. Malik l'extirpa avec rapidité, le regard s'arrondit en voyant l'image qu'il venait de recevoir. C'était une photo floue, mais assez claire pour qu'il reconnaisse immédiatement Angela, sa femme, à terre sur le parking du supermarché. Son visage portait les marques d'un choc violent, tuméfié, une trace rougeâtre le long de la joue. Une scène qui ne cadrait pas avec l'image d'une simple femme venant de faire ses courses. Le message accompagnant la photo était bref, glaçant. Votre femme vient d'être agressée par un flic. Parking du Supermart, 10:42 minutos. Le cœur de Malik rata un battement. Samachoire se serra. Instinctivement, son esprit passa en mode opération. Il ne perdit pas une seconde. Sans hésiter, il appela son équipe, puis sortit d'un pas rapide vers son SUV blindé garé à l'extérieur. 30 minutes plus tard, le véhicule noir, aux vitres teintées et aux pneus massifs, s'immobilisa devant le supermarché. Le va-et-vient des clients et des ambulanciers formait un contraste étrange avec la tension palpable dans l'air. Angela était toujours là, entourée de secouristes qui vérifiaient son état. Malgré la douleur évidente qui crispait son visage, elle tenait bon, consciente que l'enjeu dépassait de loin une simple blessure physique. À quelques mètres, l'officier Kyler Thompson était assis dans son véhicule de patrouille, son visage impassible, presque arrogant. Il rédiguait calmement son rapport, comme s'il venait d'arrêter un criminel notoire, fier de son exploit plutôt que préoccupé par l'état de la victime. Puis la portière arrière du SUV s'ouvrit brusquement. Malik descendit, flanqué de 2 autres agents fédéraux en uniforme sombre. Ils avançaient avec une assurance qui ne laissait aucun doute sur leur mission. Malik marcha droit vers Angela, s'agenouilla à ses côtés, et posa une main protectrice sur son épaule. Il déposa un baiser tendre mais chargé d'émotion sur son front, un geste simple mais puissant, témoignage d'un amour indéfectible face à l'adversité. Puis, se redressant, Malik fit face à Thompson. Sa voix, calme mais ferme, résonna avec une autorité indiscutable. Vous avez frappé une citoyenne innocente. Vous avez levé la main sur ma femme. JSUIS el agente especial Malik Moore, Bureau fédéral de investigación. À partir de maintenant, vous êtes suspendu. Et vous allez répondre de vos actes devant un tribunal fédéral. Thompson, surpris, tenta de reprendre le contrôle. Sa voix trembla, mêlant défi et panique. J. J'ai agi selon la procédure. C'était un profilage justifié. Une coïncidence. Elle correspondait à un signalement. Mais Malik n'écoutait plus. Il sortit son téléphone, fit défiler les vidéos de surveillance du supermarché, les témoignages des témoins recueillis, les preuves accumulées. Tout confirmait ce qu'il savait déjà. Angela n'était pas une menace. Elle était une victime. Son regard se fit plus dur,
mais aussi chargé de la promesse que justice serait faite. Votre comportement est inacceptable et illégal. Ce que vous avez fait est une violation des droits civiques. Vous allez être tenu responsable, et ce, jusqu'au plus haut niveau. Autour d'eux, le murmure des clients, des agents fédéraux, des secouristes formait une rumeur sourde, le poids d'une vérité qui éclatait enfin au grand jour. Malik serra la main d'Angela, la tenant droit, lui offrant la force de continuer ce combat, ensemble. Et dans ce combat, ni la peur ni l'injustice n'auraient le dernier mot. En moins de 24 heures, l'affaire explose dans les médias. Ce qui n'aurait pu être qu'un fait divers de plus dans une Amérique habituée à l'injustice policière devient un scandale national. Les gros titres s'enchaînent avec une rapidité foudroyante. Une femme noire giflée par la police, elle est l'épouse d'un agent du FBI. Angela Moore, brutalement agressée, la police locale dans la tourmente. Une gifle de trop. Le FBI ouvre une enquête sur les pratiques de la police de Birmingham. Les réseaux sociaux s'enflamment. Une vidéo amateur, filmée par un adolescent de 16 ans depuis le parking, devient virale en quelques heures. On y voit Angela, immobile, posée, demandant calmement une explication. Puis, on entend Thompson hausser le ton, s'approcher, et, sans avertissement, la gifler violemment. Le son sec de la gifle, le silence choqué des passants, la chute déséquilibrée d'Angela, tout est là. Et surtout, cette phrase qui glace le sang, filmée juste après par le jeune garçon. Vous venez de frapper la mauvaise femme. Le pays entier entend ces mots. Et soudain, Angela n'est plus une inconnue. Elle est un symbole. Une incarnation du courage, de la dignité, et de la douleur trop longtemps étouffée. Dans les heures qui suivent, des citoyens de tous horizons se rassemblent devant le commissariat de Birmingham, pancarte à la main. Justice pour Angela, on nous frappe, on nous tait, on nous enterre. Pas cette fois. Des figures publiques, activistes, artistes, politiciens prennent la parole. Angela devient, malgré elle, la voix de toutes ces femmes noires qu'on n'a jamais écoutées. Mais elle refuse de se laisser enfermer dans le rôle de victime passive. Angela réapparaît publiquement. Pas dans les larmes, mais dans la maîtrise. Vêtue d'une robe sobre, les cheveux attachés, un pansement discret encore visible sur sa joue, elle fait face aux caméras. Le silence dans la salle est pesant. Quand elle parle, sa voix est douce, mais chaque mot est une détonation. Je suis une femme noire dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ce n'était pas la première fois qu'on me regardait comme une menace. Mais cette fois, je ne me tairai pas. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de milliers d'autres femmes qui n'ont pas de mari au FBI pour les protéger. Alors, je parle pour elles. Sa déclaration est retransmise en direct sur plusieurs chaînes nationales. Elle devient un clip partagé par des millions de personnes, utilisé dans des campagnes contre les violences policières, projeté dans les universités, étudié dans les écoles de droit. Quelques mois plus tard, le procès de l'officier Thompson s'ouvre dans un climat électrique. Dans une salle comble, où se mêlent médias, familles de victimes, policiers en civil et observateurs internationaux, le passé trouble de Thompson est exposé en pleine lumière. 3 plaintes antérieures, toutes déposées par des citoyens noirs ou latino-américains, ressortent. 3 signalements étouffés, classés sans suite. 3 avertissements ignorés par sa hiérarchie, qui avait préféré protéger l'image de la police. Cette fois, il n'y aura pas de couverture. Malik Moore, en tant qu'agent fédéral et époux, livre une analyse implacable du comportement de Thompson. Il présente les preuves, démonte la fausse version des faits avancés par la défense, et révèle les failles systémiques qui ont permis à Thompson de rester en poste malgré son comportement. Mais c'est le témoignage d'Angela qui bouleverse la salle. Calme, debout, digne, elle déclare devant le juge et le jury. Ce n'est pas sa gifle qui m'a blessée. C'est la conviction dans son regard que je ne valais rien. Ce mépris silencieux, cette certitude que personne ne se lèverait pour moi. C'est ça qu'il faut juger aujourd'hui. Pas juste un homme violent, mais une culture de l'impunité. Un silence lourd tombe sur la salle. Certains jurés ont les larmes aux yeux. La juge elle-même marque une pause avant de reprendre. Thompson est reconnu coupable, usage abusif de la force, agression aggravée et discrimination raciale. Il est condamné à 4 ans de prison ferme, peine rare mais symboliquement puissante. Le chef de la police de Birmingham, mis sous pression par l'opinion publique et une enquête interne fédérale, démissionne quelques jours plus tard.
Le gouverneur annonce la création d'une commission d'enquête indépendante sur les pratiques policières à l'échelle de l'État, avec Angela Moore invitée à en faire partie en tant que représentante de la société civile. Ce que Thompson croyait être un acte banal, presque routinier, a déclenché une onde de choc national. Une gifle, mais aussi une faille immense dans le système, enfin exposée. Angela Moore n'est plus seulement la femme d'un agent du FBI. Elle est devenue la voix de celle qu'on n'écoute jamais, mais qui, aujourd'hui, ne se tairont plus. Angela retourne enseigner. Elle reprend sa place devant ses élèves, dans cette salle de classe où elle a toujours semé des graines d'esprit critique et de dignité. Mais quelque chose a changé dans son regard, dans son pas, dans la façon dont les gens l'écoutent. Ce n'est plus seulement Madame Moore, professeure respectée. C'est désormais Angela Moore, symbole vivant d'une résistance calme mais indomptable. Des invitations affluent de partout. Universités, écoles de police, conférences internationales sur les droits civiques. Chacun veut entendre celle qui a dit non sans hurler, celle qui a parlé pour toutes celles que l'on fait taire depuis des générations. Elle ne cherche pas la lumière, mais elle comprend qu'elle ne peut plus se cacher derrière la pudeur. Si ma douleur peut servir à empêcher qu'une autre femme vive la même chose, alors je parlerai. Et je continuerai de parler tant qu'il le faudra. C'est dans cette dynamique qu'elle fonde l'organisation Black Dignity Rising, la dignité noire se lève. Ce n'est pas une ONG de plus, c'est un espace d'écoute, de défense, de soins. L'objectif est clair, offrir un soutien juridique, psychologique et médiatique aux femmes noires victimes de violences policières. Angela y tient un rôle actif. Elle ne se contente pas de prêter son nom, elle accompagne, elle écoute, elle forme. Des ateliers sont créés dans les quartiers populaires pour informer les femmes de leurs droits. Des cellules de crise sont mises en place pour intervenir dès qu'une agression est signalée. Un réseau d'avocats bénévoles se structure autour de l'initiative. L'organisation devient un phare dans la nuit pour des milliers de femmes longtemps invisibles. Et pour la première fois, ces femmes se voient, se reconnaissent, se relèvent ensemble. Angela et Malik deviennent le visage d'une résistance tranquille mais inébranlable. Leur image, un couple uni, digne, indomptable, fait le tour du pays. Mais derrière cette image, il y a aussi des blessures, des silences, des nuits blanches. Angela le dit souvent. Ce combat n'est pas noble. Il est nécessaire. Il coûte. Mais il sauve. Malik, lui, reste plus discret dans les médias, mais son soutien est constant. À ses côtés, dans l'ombre ou la lumière, il porte ce combat comme une promesse silencieuse faite à sa femme et à leur communauté. Leur fils, Jordan, adolescent jusqu'ici réservé, marqué par le choc de l'agression de sa mère, trouve dans cette tempête une vocation. Il refuse de rester spectateur. Il annonce un jour à ses parents qu'il veut devenir avocat spécialisé en droit civique, avec une conviction ferme dans la voix. Lors d'une interview devenue célèbre, il confiera « Quand un homme a frappé ma mère, elle ne l'a pas maudit. Elle ne l'a pas insulté. Elle a répondu avec la seule chose que la haine craint, la vérité. Je veux être un instrument de cette vérité. » Dans un pays où le racisme tente encore de se camoufler derrière des uniformes, des procédures, des lois tordues, le nom d'Angela Moore devient une référence. Des livres parlent d'elle. Des lycées lui consacrent des chapitres. Sa voix est étudiée dans les cours sur la rhétorique de la justice. Et pourtant, ce n'est ni la colère ni la vengeance qui l'ont portée. C'est la dignité. Cette force silencieuse qui transforme l'humiliation en levier, la douleur en lumière. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas frappé en retour. Elle s'est levée. Et cette fois, le monde a été obligé d'écouter.